Le faible taux d'exécution des travaux des opérations pré-hivernales a motivé la procédure d'urgence. Ce faible taux d'exécution des travaux à Touba, à Dakar, ainsi que dans les autres régions notamment. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement démente les accusations du docteur Cherdieng. La procédure d'urgence est une décision prise après avoir constaté une rafale d'irrégularités dans l'attribution des marchés. Voici le directeur de l'assainissement, Oumar Sène. L'ONAS avait choisi 6 entreprises. La procédure a été en cours. Sur les 6 entreprises, 2 ont été attributaires et la procédure avait continué. Il s'en est suivi un fait, c'est que l'ONAS et les entreprises s'étaient accordées sur un délai de 45 jours. Monsieur le ministre a été interpellé sur des lenteurs et des retards lors des visites qu'il effectuait sur le terrain, lors des réunions hebdomadaires de suivi, mais également à travers les rapports pour remonter les comités régionaux de gestion des inondations, mais aussi les remontées des équipes techniques de l'ONAS sur les retards constants et constatés sur le terrain. Je rappelle que les informations qu'il a reçues après investigation ont fait état d'un certain nombre d'écarts. D'abord, les entreprises qui avaient été shortlistées, les 6, sur les 6, il n'y a qu'une seule qui avait des capacités techniques et financières reconnues et une expérience dans des travaux similaires connus dans le secteur. Après, il y a eu des écarts sur le plan financier qu'on vous a présenté tout à l'heure en Wolof. Et après, il y a cette question aussi d'écarts. Je parlais d'écarts tout à l'heure, c'est des écarts sur les devis de l'année dernière et les devis de cette année. Des écarts parfois où les prix unitaires étaient parfois multipliés par 7 voire 12. À la une également de l'actualité, le chanteur Sidi Diop placé sous mandat de dépôt. L'artiste a été arrêté hier au volant sans permis ni assurance du véhicule. Il sera jugé lundi devant le tribunal des flagrants délits. À la une également de l'actualité, la recrudescence des accidents de la circulation au Sénégal, les morts s'empilent. Selon les acteurs à Saint-Louis, le facteur anthropique n'est pas l'unique cause des accidents. La réhabilitation des routes doit être érigée en priorité par les gouvernants. Reportage au Sénégal, Pabib Seng. Suite aux multiples accidents sur la route qui ont occasionné plusieurs morts, le ministre des Transports a sorti un communiqué pour annoncer des mesures afin de diminuer les accidents. À la gare routière de Saint-Louis, les chauffeurs donnent leur avis. C'est vrai, ces mesures peuvent diminuer les accidents, mais il faut aussi savoir que tout est de la volonté divine. Un chauffeur peut causer un accident sur la route parce qu'il s'est endormi dans la voiture. C'est possible, mais le chauffeur doit s'arrêter s'il veut dormir. Pour Iranian, le long trajet favorise parfois les accidents. Il demande aux chauffeurs d'être prudents sur la route pour éviter les accidents. Un chauffeur ne peut pas rester toute la journée sur le volant, c'est impossible. Parfois, il faut s'arrêter, prier avant de repartir. À quelques jours du Magal de Touba, les chauffeurs de la vieille ville lancent des messages à l'endroit de l'État du Sénégal. L'État doit envoyer les forces de l'ordre dans les gares routières à quelques jours du Magal. Il faut que les policiers délivrent des papiers aux chauffeurs qui doivent quitter une gare routière pour aller à Touba. C'est la seule solution pour éviter les accidents sur la route pour le Magal. Ces derniers mois, la route a fait des dizaines de victimes et l'État est impuissant pour freiner l'hémorragie. Pour les chauffeurs, il faut revoir l'état des routes pour réduire les accidents. Merci Ousseynou et retour sur les perturbations hier liées aux averses de pluie à Dakar. Le tracé du BRT a été, vous le savez, envahi, causant l'arrêt du trafic pendant un petit moment. Les intempéries ont provoqué également des kilomètres de bouchons dans la capitale. Reportage à Habib Faye. L'électricité et l'eau ne vont pas ensemble. Ces images ont fait le tour de la toile. Sur le trajet du bus Rapid Transit, le trafic est interrompu par les eaux pluviales. Le transport est alors arrêté. Aucun bus ne circule au grand regret des passagers. On n'y peut rien.
L'État pourrait faire quelque chose. Ça ne fait que retarder la circulation. Le chantier est inachevé. Il n'est pas bien fait. Il n'y a pas de canalisation adéquate, sinon on n'allait pas vivre ça. C'est un obstacle pour le trafic. Quand il pleut, le BRT ne circule pas, c'est inadmissible. Si le BRT ne circule pas, il y aura des embouteillages et ça rend difficile les choses. Cette femme a préconisé selon elle d'autres méthodes pour faire ses déplacements après la pluie. Quand il pleut, je ne sors pas. J'attends que le bus reprenne service pour vaquer à mes occupations. Le mieux, c'est d'espérer que tout se passe bien pour eux, parce que s'ils arrêtent de rouler, c'est bien évidemment pour notre sécurité. Cependant, ils invitent le gouvernement à terminer les travaux inachevés du BRT pour éviter aux voyageurs ces désagréments. C'est ce que je disais la dernière fois. Ils doivent mettre des panneaux et de l'espace entre les pavages pour l'évacuation de l'eau. Ils devaient penser à ça avant. L'État doit remédier à ces problèmes d'inondation, particulièrement à Sacré-Cœur. La situation est alarmante. Il y a certains qui ouvrent leur caniveau pour laisser couler l'eau des fosses septiques. Ils doivent trouver une solution rapidement parce que ceci n'est pas normal. En plus, ce type de bus, avec tout le confort qu'il nous offre, mérite de rouler en toute sécurité. Tout au long du tracé du BRT, il est rare de voir des canaux d'évacuation, source des eaux stagnantes après la pluie, selon nos interlocuteurs. Une situation qui préoccupe les habitants de certains quartiers où traverse le BRT. Merci Habib. Séminaire sur le transport. Le secrétaire national du syndicat des transports routiers du Sénégal s'est prononcé sur ces sanctions prévues en cas d'accident. Le ministre a parlé, vous le savez, des acteurs en oubliant la responsabilité de l'État selon les causes liées aux mauvaises infrastructures routières selon Alassane Doye. Le voici avec Abdou Diouf Diagne. À 4 jours de ce Magal, on nous convoque pour tenir un séminaire sur les difficultés énormes des transports routiers et même des transports terrestres en général, donc ferroviaires, mais également aériens. Donc c'est vraiment pas du tout le moment indiqué pour un tel séminaire, une telle réunion. Également, nous avons pensé que dans la déclaration du ministre, il y a quand même des points qui nous posent problème. Parce que vous savez tous que dans les causes des accidents, il y a le véhicule, l'environnement, c'est-à-dire donc la route et les infrastructures de façon générale, mais également il y a le comportement humain. Bon, alors dès lors qu'on dit, oui, on va sanctionner tous les chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route ou qui ont des comportements en tout cas anormaux, eh bien, et qu'on sanctionne également les transporteurs qui seront fautifs par leur véhicule obsolète, eh bien, on s'attendait à ce qu'ils nous disent que l'environnement également sera sanctionné, c'est-à-dire donc l'État dans sa conception et dans sa réalisation des infrastructures routières, parce que la route est souvent aussi cause. Magal de Touba, vous le savez, les talibés peuvent rallier la ville sainte par la voie ferroviaire. Le départ a été donné ce matin à Thiès par la gare ferroviaire de la capitale du rail. Des difficultés cependant ont été notées concernant la billetterie. Voici Abdelkhadr Djelani Diop, l'un des pèlerins avec notre équipe dans la cité du rail. Grande gare de Thiès. On a pu convoyer les pèlerins. Le premier train est parti à 9h et à bord, tous les billets ont été vendus. Donc à ce jour, nous venons de quitter la gare le 20 août 2024 en partance pour la ville sainte de Touba. Le train est un moyen de transport incontournable dans le domaine du transport, à savoir seul le train peut vous convoyer et vous amener au cœur de la ville. En ces moments d'événement, nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter également l'ensemble du personnel des grands trains du Sénégal en collaboration de nos frères cheminots CFS. On a travaillé en binôme vraiment pour réussir ensemble le pari du Grand Magal édition 2024. C'est le lieu aussi de féliciter également le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Infrastructures, notre directeur général Omar Amadou Sow, qui a donné des instructions fermes pour qu'on puisse ensemble réussir le pari.
Et restons dans la région. Marche de protestation dénommée Caravane de la paix. Les habitants de plusieurs localités de Ngaye, Pekes, Tilmaha, Mérina ont marché pour exiger des nouvelles autorités l'achèvement des travaux de la route Ngaye-Mekhe-Tilmaha. Voici le reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Son de Kar Ndiaga Ndiaye de taxi brousse résonne de partout sous le regard des villageois qui sont sortis en masse pour applaudir la caravane. Les protestataires sont venus de Mérina Dakhar, Koul, Ngaye Mekhe, Pekes, Niakhir entre autres pour se faire entendre. Si cette caravane a été faite, c'est parce qu'il y a une dégradation très avancée de la route Mekhe-Tilmaha-Touba. Cette route qui nous a causé plus d'une vingtaine de morts. On se rappelle de l'accident de 2009-2010. Ndouki, 16 morts dont 2 enfants. Tilmaha avec ses 3 morts. Beaucoup de femmes ont avorté en allant dans nos centres de santé. Quand vous passez sur la route, vous voyez des tas de gravats qui peuvent également causer des accidents. L'alerte est lancée par les populations du Cayor des profondeurs. Elles interpellent les autorités sur la lenteur des travaux. À la suite du démarrage de ce chantier en 2021, l'entreprise Sotracom, responsable des travaux, a visiblement déménagé tous ses engins ainsi que sa base depuis la fin de l'année 2023. Il faut que les marchés qui ont été attribués fassent l'objet d'évaluation et d'audit. Mais nous ne voudrions pas que les lenteurs des procédures en faire pâtir cette route-là. À cause des fortes pluies, la route Mekhe-Tilmaha-Touba-Mbaké est devenue impraticable. Coupure intempestive d'électricité au quartier Nimzat 2 de Tivaouane-Peulh. Des délestages provoqués par des branchements clandestins sur le réseau de la Sénélec. Des fils électriques sont directement branchés sur les poteaux et enfouis dans le sable. Situation très dangereuse. Voici le reportage de Dissa Préra. Quartier Fati Nimzat Almadi se trouve dans la zone de Tivaouane-Peulh, une localité en pleine expansion avec beaucoup de constructions. Mais aujourd'hui, cette localité fait face à un très grand danger, un danger lié à des branchements électriques clandestins. On a remarqué qu'il y a des installations vraiment non prévues. C'est des installations qui ne sont pas dignes du nom, qui ont causé autant de coupures dans le quartier, au point que les gens ont beaucoup souffert. Ce sont des gens qui habitent ici avec aussi d'autres électriciens que je ne connais pas. Ils l'ont fait d'une manière nocturne, c'est pendant la nuit. Dès la tombée de la nuit, on n'ose plus sortir. Il y a des agressions à ne plus en finir. Et en plus, toutes nos prévisions pourrissent dans les frigos. Dès qu'il fait nuit, des serpents sortent de partout. Mais aussi les agresseurs envahissent le quartier à cause de ces coupures dues à ces branchements clandestins. Des installations qui ne respectent aucune norme et à l'insu de la Sénélec. Pire, ces branchements surchargent le réseau et provoquent des délestages qui installent tout le quartier dans une insécurité totale. C'est des branchements à perte de vie. Vous avez tous les étages comme ceux qui sont là, sont alimentés par des branchements clandestins appelés gassou. C'est des branchements 2x16, parfois des câbles adaptés et des câbles non adaptés, enterrés. Donc, il y a des risques d'électrocution, des risques donc il y a les vaches, il y a les animaux qui traversent, il y a les enfants, il y a tout. Donc il y a un problème de sécurité, d'une part. D'autre part, nous on perd de cette semaine, entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a perdu une dizaine de fusibles ASPC. Une dizaine de fusibles. Donc ASPC, si je dis ASPC, c'est des fusibles haut pouvoir de coupure qui protègent nos transferts. Aujourd'hui, les habitants du quartier Fati Nimzat 3 vivent de plus en plus dans une grande inquiétude causée par ces branchements électriques illégaux et dangereux, surtout en ces périodes d'hivernage. Merci Dissa. Financement des soins de santé primaire, Psychodev Afrique veut renverser la tendance. Soins primaires principalement financés par les communautés à hauteur de 35%.
Acteurs de la santé et autorités étatiques se donnent la main pour mieux gérer cette situation. C'est le reportage de Chorom Bardjaï. Soins de santé primaire, 55% des besoins supportés par les ménages, au moment où l'État n'injecte que 15%. Face à un tel constat, Sicodev mobilise les parties prenantes du secteur de la santé pour trouver des solutions. L'esprit de Alma Ata en 1978, quand nos États s'y sont rencontrés, c'était pour dire, nous, États, nous nous engageons à financer adéquatement les soins de santé primaire avec la participation des communautés. Quand on regarde les comptes de la santé 2017-2021, nous avons plutôt le contraire. Aujourd'hui, c'est les ménages qui financent les soins de santé primaire à hauteur de 55,9%, pendant que l'État y contribue à hauteur de 15%. Il y a plusieurs solutions. Évidemment, la première, c'est que l'État augmente son financement à la santé. Ou en suivant l'objectif de Abuja, où il était dit qu'il faut y mettre 15% des ressources nationales doivent aller à l'accès à la santé, ou alors la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui demande que chaque État mette au moins 1% de son PIB. Pour les autorités étatiques, des efforts ont été consentis, même si l'objectif n'est pas encore atteint. Je pense qu'il est important d'abord de montrer comment les soins de santé primaire ont évolué. Donc Alma Ata en 1978, il y avait des composantes, des petites composantes de soins de santé primaire. Mais 40 ans après, les soins de santé primaire ont évolué. Et il y a des domaines qui ont été intégrés. Et parmi ces domaines, on peut citer la composante santé communautaire. Elle a été intégrée dans les soins de santé primaire. Nous avons la santé des personnes âgées, la santé mentale et les maladies non transmissibles. Et si vous regardez cela, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, les soins de santé primaire méritent d'être relancés. Parce que les composantes de ces soins de santé primaire, chacune prise isolément, est une priorité du ministère de la Santé. Si l'État met des milliards au niveau de la santé, alors que c'est pas, la proportionnalité n'est pas équitable, quand même, on aura des problèmes. On aura toujours des problèmes. On dira que l'État a mis 100 milliards, l'État a mis 46 milliards, mais on ne verra pas l'impact. L'OMS, recommande aux États d'affecter 1% de leur PIB au financement des soins de santé primaire. Pour le Sénégal, ce taux correspond à 215,513 milliards. Un mode culture, un mode futuriste, glamour et intelligence artificielle, c'est le thème retenu pour la 4e édition des Pulse Influencer Award 2024, un événement prévu pour le 12 octobre simultanément au Sénégal, au Nigeria, au Ghana et au Kenya, en Ouganda et en Côte d'Ivoire. L'objectif est de primer les meilleurs créateurs de contenu sur la toile. Voici Caroline Bauch. De cette 4e édition, donc l'événement en tant que tel déjà, ce sont les Pulse Influencer Awards. Donc comme vous l'entendez, il y a Pulse qui est le nom de l'agence qui organise, Influencer qui veut dire influenceur, créateur de contenu, et Awards qui sont les prix qui sont remis. Donc l'objectif de l'événement, c'est d'organiser une cérémonie qui aura lieu le 12 octobre et de primer les meilleurs créateurs de contenu. Donc si on peut dire de manière beaucoup plus simple, nous rencontrons ou bien nous sommes abonnés à beaucoup de personnes qui sont des créateurs de contenu sur Internet, que nous suivons, dont nous aimons les contenus, que nous apprécions, qui sont sur différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que nous suivons et qui créent des contenus. Ils créent des contenus pour eux-mêmes, ils créent des contenus pour d'autres marques. Donc l'objectif, c'est de primer ces créateurs de contenu-là, de faire reconnaître leur travail, la qualité de ce qu'ils font. Et cela se fait à travers ces Pulse Influencer Awards-là, qui en sont encore une fois à leur 4e édition cette année. En sport, la Fédération sénégalaise de football n'est ni ordonnatrice ni exécutrice technique ou opérationnelle des dépenses publiques relatives au budget des compétitions. C'est une réponse adressée à Madame la ministre
qui réclamaient, vous le savez, les bilans financiers du Mondial 2022 et de la CAN 2023, communiqué rendu public par la FSF. Décryptage, cher Sadi Boudjara. La Fédération sénégalaise de football n'a pas tardé à répondre à la ministre des Sports. Cette dernière avait la semaine dernière sommé l'instance fêtière du football sénégalais de lui présenter les bilans financiers de la Coupe du Monde 2022 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Maître Augustin Senghor et ses collaborateurs débutent par rappeler à Mme Khady Ndiaye les procédures de financement des campagnes des équipes nationales. Nous citons: nous vous prions de noter que les budgets de ces compétitions ont été toujours arrêtés par les services du ministère des Sports, soumis à celui des Finances, exécutés exclusivement et en totalité par les services financiers du ministère de tutelle. Toujours dans le rappel des procédures, la Fédération sénégalaise de football apporte encore des précisions. Nous citons l'intervention de la Fédération sénégalaise de football dans la préparation des budgets des compétitions éliminatoires ou phase finale de CAN ou Coupe du Monde se limite à l'expression des besoins établis sur la base de la planification élaborée par le staff technique de l'équipe en la forme d'une fiche d'opération transmise à la tutelle qui la modifie en intégrant les rubriques non chiffrées par la fédération, de même que les dépenses autres que celles du groupe de performance. Par conséquent, la Fédération sénégalaise de football déclare, je cite, « N'étant pas ordonnatrice ni exécutrice technique ou opérationnelle des dépenses publiques relatives au budget de ces compétitions, la Fédération sénégalaise de football ne peut donc pas produire les bilans financiers des dites compétitions. » Et puis en basket, groupe C, tournant après qualification au mondial 2026, le Sénégal enchaîne une deuxième victoire à Kigali. Les Lions, guidés par Sierra Dia, auteur de 19 points et 7 passes décisives, ont battu les Brésiliennes sur le score de 69-59. Avec ce succès, le Sénégal, qui joue son troisième match jeudi face aux Philippines, est qualifié en demi-finale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Bleder. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.